À la télé et pour l'instant ça me convient bien et je ne cherche pas les objectifs pour... Imaginez un instant, nous sommes en 1991, vous fredonnez les notes de Alors regarde, la France entière est sous le charme hypnotique de la Bruelmania. C'est l'époque de la légèreté, des grands concerts et d'une insouciance partagée. Pourtant derrière la guitare et le sourire de cette idole absolue, un secret s'est figé dans l'ombre. Un silence de 35 ans qui vient d'imploser à la mi-mai 2026, ébranlant les souvenirs de toute notre génération. Pendant des mois, les rédactions parisiennes ont bruissé d'un témoignage anonyme issu de la grande enquête de Mediapart. Une voix cachée derrière le pseudonyme d'Eva, décrivant les rouages d'une emprise psychologique implacable. Mais ce 13 mai 2026, le scénario a basculé. Le masque est tombé, provoquant un séisme médiatique sans précédent. Eva, c'est Flavie Flament. L'animatrice préférée des Français a officiellement déposé une plainte avec constitution de partie civile contre Patrick Bruel, dénonçant des actes non consentis survenus alors qu'elle n'avait que 16 ans. Pour nous qui avons suivi son parcours, l'écho est immense. En 2016, dans son livre La Consolation, elle avait brisé l'omerta autour du photographe David Hamilton. Mais aujourd'hui, nous changeons de dimension. Il ne s'agit plus de mémoire littéraire ou de résilience intime, mais d'une offensive judiciaire frontale contre l'un des monuments les plus sacrés de la culture populaire française. Pour comprendre comment cette icône nationale se retrouve aujourd'hui au cœur d'une tempête qui menace de balayer 40 ans de carrière, 2 révélations clés vont guider notre récit. 2 détails cruciaux que je vous invite à garder en tête jusqu'aux dernières secondes de cette vidéo. D'abord, le mystère d'une fin d'après-midi de 1991 où une simple tasse de thé offerte dans l'intimité d'un appartement parisien va plonger une adolescente de 16 ans dans un blackout total et une perte absolue d'autonomie. Ensuite, le coup de poker juridique inédit de ses avocats, une stratégie révolutionnaire conçue pour contourner le verrou de la prescription et forcer la justice à rouvrir les portes du temps. Nous touchons ici au cœur du drame. L'immense asymétrie de pouvoir entre une jeune fille mineure, fascinée par les lumières du showbiz, et un homme au sommet de son ascendant social. Ce que l'époque qualifiait parfois de séduction digne du cinéma, cachait en réalité les mécanismes d'un silence forcé. Un mécanisme qui a littéralement paralysé la victime, non pas par consentement, mais par une incapacité psychologique à concevoir l'inacceptable. Mais comment cette paralysie s'est-elle concrètement manifestée dans le huis clos de cet appartement ? Par quel processus l'esprit peut-il se détacher du corps au point de se décrire, des décennies plus tard, comme une entité totalement inerte ? C'est le mystère douloureux de ce que les experts nomment l'état de poupée de chiffon. Entrer dans cet appartement parisien en 1991 pour une adolescente de 16 ans, c'était un peu comme franchir les portes du sésame de la gloire. Mais derrière les portes closes, le rêve s'est transmué en un piège psychologique invisible. Pour comprendre ce qui s'est joué ce jour-là, il faut analyser un phénomène que la psychiatrie moderne et la justice explorent désormais avec gravité, la sidération psychologique. Flavie Flament décrit dans sa plainte une sensation terrifiante. Après avoir bu ce thé, son corps refuse d'obéir. C'est l'analogie de la poupée de chiffon. Face à une immense asymétrie de pouvoir, face à l'idole absolue de toute une génération, le mécanisme de défense du cerveau n'est pas la fuite ou le combat, mais la paralysie totale. Le poids d'une telle notoriété crée une force d'intimidation si lourde qu'elle anéantit instantanément la capacité d'une mineure à formuler un refus. Ce n'est pas de la soumission, c'est une déconnexion forcée pour survivre à l'incompréhensible. Elle se souvient s'être réveillée dans un état de hébétement profond, tandis que la figure intouchable du showbiz reprenait le cours normal des choses, comme si le temps ne s'était pas arrêté. Pour le public de l'époque, élevé dans le culte de la séduction à la française, cette frontière entre l'insistance d'un homme célèbre et le non-consentement d'une jeune fille était souvent floue. Le showbiz des années 90 fonctionnait comme un monde à part, protégé par son propre éclat. Flavie Flament
a dû porter ce fardeau tout au long de sa brillante carrière télévisuelle. Une question revient souvent chez les observateurs. Pourquoi avoir feint la normalité et partager des plateaux de télévision avec lui pendant si longtemps ? La réponse se trouve dans ses propres déclarations révélant la persistance de cette emprise psychologique. Au début de ma carrière, je n'avais aucun contrôle sur la liste des invités de mes émissions. On m'imposait sa présence et je devais faire mon métier. Mais dès que j'ai acquis le pouvoir de décider, dès que j'ai eu une autorité sur mes programmes, j'ai systématiquement refusé qu'il pose un pied sur mon plateau. Ouais, hein. Cette résistance silencieuse, menée dans les coulisses des plus grands studios parisiens, montre à quel point le traumatisme était vivant sous le vernis des projecteurs. C'était une lutte solitaire pour réhabiliter sa propre dignité face à un système qui préférait fermer les yeux pour protéger les icônes de l'époque. Mais Flavie Flament n'était pas la seule à mener cette guerre invisible dans l'ombre des studios. Ce que l'on croyait être un drame isolé s'est révélé, au fil des enquêtes, n'être que la première pièce d'un immense puzzle. Comment ces voix étouffées ont-elles fini par se rejoindre pour déclencher un véritable effet domino à l'échelle européenne ? Ce qui s'annonçait comme un douloureux face-à-face entre deux figures de la télévision s'est rapidement transformé en un séisme systémique. L'histoire de Flavie Flament n'était pas un cas isolé. Elle est devenue la clé de voûte d'un édifice de silence bien gardé. C'est ici que la culture de l'omerta, cette complicité tacite qui régnait sur le showbiz français des années 90, a commencé à se fissurer sous les coups de boutoir des investigations de Mediapart Vatapchiel. Dans le microcosme parisien de l'époque, le succès d'une idole pesait des millions. Face aux enjeux économiques des maisons de disques, Va an ao kwankwa kachngoi saolon, la parole d'une jeune femme ou d'une collaboratrice ne faisait tout simplement pas le poids. On savait, on chuchotait dans les couloirs des studios, mais on préférait fermer les yeux, jusqu'à ce que ces voix isolées, séparées par les années, finissent par se rejoindre. Ce n'est plus une seule plainte qui ébranle l'opinion publique en ce milieu d'année 2026, mais une vague sans précédent. Près de 30 femmes sont sorties de l'ombre pour décrire des comportements similaires s'étalant sur 3 décennies. Pour comprendre la nature de ce dossier, il ne faut pas y voir une simple liste de griefs, mais l'analyse de 3 facettes distinctes où s'est exercé, selon les plaignantes, un abus d'autorité caractérisé. La première facette est institutionnelle. Elle est incarnée par le témoignage retentissant de Daniela Elsner, actuelle directrice d'Unifrance. Elle évoque des faits survenus en 1997 à Acapulco, alors qu'elle n'était qu'une jeune assistante de distribution de films. Une situation où le déséquilibre professionnel crée une vulnérabilité immédiate face à la star incontestée de l'événement. La deuxième facette touche le monde des médias. C'est la démarche de la correspondante de presse belge Karine Wieser concernant des faits survenus en 2010 à Bruxelles lors d'une tournée de promotion. Ici, c'est la frontière entre le cadre rigoureux d'une interview et l'espace privé qui s'est estompé sous la pression d'une immense célébrité. La troisième facette concerne les travailleuses de l'ombre. Ce sont les témoignages de 2019 apportés par des massothérapeutes de grands hôtels lors des tournées de l'artiste. Des femmes éloignées des strates du pouvoir et des paillettes, décrivant des requêtes insistantes dans le huis clos des cabines de soins, là où refuser l'exigence d'un client si prestigieux mettait en péril leur propre emploi. À travers ces 3 décors bien distincts, le festival international, la loge de presse et la chambre d'hôtel, les enquêteurs relèvent une troublante répétition des méthodes d'approche à travers les époques. Ce cumul de témoignages transforme radicalement la perception de l'affaire. Il ne s'agit plus d'une simple confrontation mémorielle, mais du procès d'une époque qui a laissé s'installer des dynamiques d'emprise psychologique au nom du génie artistique. Devant ce réquisitoire chorégraphié par 30 voix et porté devant les tribunaux de plusieurs pays européens, la réaction de l'icône de la chanson française ne s'est pas fait attendre. Comment un homme habitué aux ovations du public construit-il sa défense face à une telle tempête ? Quelles explications oppose-t-il à ce que l'accusation nomme une stratégie comportementale ? C'est ce que nous allons analyser maintenant. Face à cette déferlante de témoignages qui menace de submerger 40 ans de carrière,
l'homme qui a régné sur les cœurs français ne compte pas s'avouer vaincu. À 67 ans, retranché derrière une ligne de défense juridique particulièrement solide, Patrick Bruel oppose un démenti catégorique et absolu à toutes les accusations qui le visent, à commencer par celle de Flavie Flament. Pour cet artiste habitué aux triomphes et aux ovations, l'heure est venue de livrer sa propre vérité, non plus sur scène, mais par la voix de ses conseils. La position de l'interprète de Casser la voix est gravée dans le marbre. Il n'a jamais imposé le moindre geste, il n'a jamais administré la moindre substance à qui que ce soit. Par le biais de ses avocats, il a fermement fait savoir qu'il réfutait point par point le récit de l'animatrice. S'il reconnaît avoir côtoyé la jeune fille au début des années 1990, il évoque une toute autre réalité qu'un huis clos traumatique. Pour lui, il s'agissait d'une relation épisodique, brève mais consentie, vécue avec la légèreté et l'insouciance propres à cette époque. Sa défense insiste d'ailleurs sur un point: après cette période, leurs relations sont restées courtoises et professionnelles pendant des décennies, soulignant qu'il avait été invité par la suite sur les plateaux de programmes qu'elle dirigeait. Cette assurance, Patrick Bruel la puise également dans son passé judiciaire récent. Souvenez-vous, en 2019, lorsque les premières accusations de massothérapeute avaient fait surface, la tempête semblait déjà devoir tout emporter. Pourtant, en 2021, la justice française avait officiellement classé ces dossiers sans suite, invoquant une absence d'éléments caractérisant une infraction pénale. Pour l'entourage du chanteur, ce précédent est la preuve factuelle que la rumeur publique ne fait pas la loi et que la présomption d'innocence doit demeurer un rempart inébranlable. Au-delà de la stricte bataille de procédure, ce dossier met en lumière un choc culturel majeur, une véritable faille tectonique entre deux époques. La défense de Patrick Bruel s'ancre d'une certaine manière dans la grille de lecture des décennies passées. C'était un temps où ce que l'on nommait la séduction à la française tolérait l'insistance et les dynamiques de pouvoir asymétriques, souvent confondues avec le romantisme ou le jeu amoureux. Mais en 2026, les règles du jeu social ont radicalement changé. Ce qui était autrefois banalisé ou perçu comme une simple audace est aujourd'hui analysé sous le prisme d'un abus d'autorité ou d'un défaut de consentement éclairé. C'est précisément ce décalage moral qui sépare aujourd'hui l'idole d'une partie de son public d'autrefois. Mais alors que chaque camp campe fermement sur ses positions, une question juridique cruciale se pose. Comment la justice de 2026 peut-elle se prononcer sur des faits vieux de 35 ans? Par quel procédé technique les avocats de Flavie Flament espèrent-ils briser le verrou de la prescription? Et quel impact immédiat ce bras de fer a-t-il sur la monumentale tournée anniversaire de l'artiste? Nous arrivons à la frontière la plus complexe de cette affaire, là où le droit se heurte de plein fouet au passage des années. La question de la prescription. Comment la justice de 2026 peut-elle examiner des actes survenus dans l'intimité d'un appartement en 1991? C'est le défi immense auquel font face les avocats de Flavie Flament. 35 ans se sont écoulés. Dans la charte pénale française, le temps efface habituellement l'action publique, non pas pour nier la souffrance, mais pour garantir un principe de sécurité juridique. Pourtant, une stratégie novatrice est en train de bousculer cette règle que l'on croyait intangible pour les personnes mises en cause. Cette arme juridique, c'est la notion de sérialité. Les conseils de la plaignante tentent d'établir que ces actes non consentis s'inscrivent dans un mode opératoire continu, une répétition de comportements sur plusieurs décennies envers différentes personnes. En liant le dossier de 1991 aux procédures plus récentes, notamment celles initiées entre 2019 et 2026, ils soutiennent que cette accumulation de faits crée un fil conducteur capable d'interrompre le cours de la prescription. C'est un coup de poker juridique d'une audace absolue qui pourrait redéfinir les règles de protection des mineurs. Pendant que les experts débattent dans le secret des cabinets d'instruction, sur le terrain de la réalité économique, l'onde de choc est immédiate et redoutable. C'est une ironie cruelle du calendrier. L'explosion de cette plainte coïncide avec un jalon majeur de la carrière du chanteur.
Patrick Bruel s'apprêtait à célébrer à l'automne 2026 le 35e anniversaire de son album mythique, alors Regarde à travers, une immense tournée internationale. Ce grand rendez-vous, qui devait être un sanctuaire de la nostalgie, où l'artiste et son public partagèrent les souvenirs de leur jeunesse, se transforme en une véritable crise industrielle. Partout où le nom de la star est affiché, un profond malaise s'installe. En Suisse, en Belgique et jusqu'au Québec, les organisateurs de spectacles font face à une pression sociale inédite. Des collectifs citoyens multiplient les pétitions en ligne pour exiger l'annulation de ces concerts. Les programmateurs se retrouvent face à un dilemme cornélien. D'un côté, des enjeux financiers colossaux, de l'autre, le risque de heurter de plein fouet l'opinion publique. Même les grandes stations de radio, qui diffusaient ces succès historiques, réduisent discrètement leur programmation. Ce n'est plus seulement la réputation d'un homme qui vacille, c'est tout un empire culturel qui menace de s'effondrer sous le poids d'une époque nouvelle. Au-delà des chiffres, des tribunaux et des salles de concert menacées, c'est une blessure bien plus intime qui s'ouvre pour toute une génération. Pour vous qui l'avez aimé, applaudi, et qui avez lié vos propres souvenirs à ces mélodies, comment regarder ce monument qui se fissure ? Quel verdict le tribunal de la mémoire réservera-t-il à l'idole de vos 20 ans ? Au terme de ce récit où les époques se croisent et finissent par s'affronter, il reste une dimension essentielle que les instances judiciaires ne pourront jamais tout à fait mesurer ni mettre en équation, celle de nos propres souvenirs. Pour vous qui m'écoutez, pour cette génération qui a grandi, aimé et vibré au rythme des chansons de Patrick Bruel, ce dossier dépasse de loin la simple chronique judiciaire. Ce n'est pas seulement le portrait d'une idole nationale qui se fissure sous nos yeux, c'est une part de notre propre jeunesse, un fragment de notre histoire collective qui vacille. Les refrains de Place des grands hommes, ou de Qui a le droit, ne appartiennent plus tout à fait à l'artiste. Ils se sont greffés sur vos premiers émois, vos mariages, vos moments d'insouciance que l'on croyait éternels. Voir ce monument de la culture populaire ainsi ébranlé par des accusations d'une telle gravité provoque un déchirement intime, une nostalgie blessée que chacun tente aujourd'hui de surmonter entre le choc et la douloureuse lucidité. L'affaire Flavie Flament contre Patrick Bruel nous force à regarder les angles morts des années 80 et 90. C'était une époque de ferveur médiatique absolue où la fascination collective accordait une sorte d'immunité invisible aux géants du spectacle. Ce que le public considérait alors comme le sommet du charme et de la séduction est aujourd'hui relu à la lumière d'une exigence morale désormais indispensable. Nous n'observons pas seulement un homme de 67 ans face à son passé. Nous interrogeons un système qui a trop longtemps toléré l'asymétrie de pouvoir et les mécanismes d'emprise psychologique au nom du talent ou du succès commercial. La justice pénale fera son œuvre. Elle analysera la notion complexe de sérialité pour apprécier la prescription et pèsera chaque témoignage. Mais le tribunal de la mémoire, lui, est déjà ouvert. Il nous confronte à ce dilemme éternel. Peut-on, doit-on séparer l'œuvre de l'artiste ? Est-il encore possible d'écouter avec la même candeur les mélodies qui ont bercé nos 20 ans quand celles-ci sont désormais associées, dans l'esprit de nombreuses plaignantes, à des récits de souffrance et d'abus d'autorité ? C'est ici que le rôle du public devient central. Nous ne sommes plus des auditeurs passifs, installés dans le confort du passé. Nous devenons les témoins lucides d'un changement d'époque irréversible. L'ère du silence protecteur est définitivement révolue et le réveil d'Eva, devenue Flavie Flament, en est le signal le plus retentissant. Alors, je vous pose la question, à vous qui portez ces chansons dans un coin de votre mémoire, comment vivez-vous cette rupture ? Est-il possible pour vous de continuer à aimer l'œuvre tout en mesurant la gravité des accusations portées contre l'homme ? Votre avis est essentiel car il dessine les contours de notre sensibilité actuelle. Si cette analyse approfondie, menée avec la rigueur et le respect des règles déontologiques, vous a apporté un éclairage utile sur ce tournant historique, manifestez-vous. Laissez votre réflexion dans les commentaires ci-dessous, je prends le temps de lire chacun de vos messages. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour soutenir ce travail d'investigation indépendant, de partager cette vidéo avec vos proches pour ouvrir le débat
et bien sûr de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains rendez-vous avec l'histoire de notre patrimoine culturel. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau récit.